Rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce préenregistré réalisé le 27 décembre 2006. Vous entendrez cette émission en 2007 et je présente donc d'abord mes meilleurs vœux à nos auditeurs de toute origine pour la nouvelle année civile. Je rappelle aussi qu'en parallèle à l'émission, vous pouvez suivre notre programmation, entendre certaines émissions passées et lire des tas d'articles en suivant sur le web le blog à l'adresse www.rencontrejfm.blogspot.com. Bonjour Jacques Eladan. Bonjour Jean. Alors, Jacques, nous nous tutoyons en dehors de la radio, nous pouvons donc le faire ici également. J'ai eu déjà le plaisir de t'avoir à plusieurs reprises, c'était au début de cette série. En 1997. Voilà. Et pour donc, un livre qui, je crois, demeure d'une actualité brûlante, c'était une anthologie de poèmes pacifistes, juifs et arabes, du Coran et de la Bible à nos jours, qui s'intitulait « Espérance poétique, Shalom Salam ». Voilà, et je rappelle que tu avais lu ici des extraits avec Nadia Samir. En septembre 2000. Et c'était juste, malheureusement, avant la deuxième... 2 semaines avant Intifada. Ouais. Voilà. Alors, il faut donc rappeler qui tu es. Donc, tu es professeur, docteur ès-lettres. Tu es né à Ouazzane, au Maroc. Tu as donc publié de nombreux recueils poétiques. Et puis un récit autobiographique, Lueur partagée, qui avait été le thème d'une émission. Et on peut dire que chez toi, la vie et l'œuvre se confondent vraiment, parce que juif marocain, nourri au lait de la culture française grâce aux écoles de l'Alliance israélite universelle, tu n'as jamais renié ni tes racines juives, ni ton identité orientale, cherchant peut-être naïvement, et nous l'étions tous un peu à l'époque, c'était il y a une dizaine d'années après l'euphorie des accords d'Oslo, à contribuer un peu à ce rapprochement entre juifs et musulmans. Alors aujourd'hui, nous allons nous accorder, grâce à toi, une respiration par rapport à l'actualité qui a été très lourde ces derniers mois. Et on va prendre un peu de hauteur en parlant d'un ouvrage que tu viens de sortir et qui traite de façon à la fois très érudite et très agréable à lire de la question de fond qu'il y a derrière tous ces événements. Tout le monde parle en effet du choc des civilisations théorisé par Huntington. Et justement, ton ouvrage, publié aux éditions Auteurs du Monde, s'appelle « Choc ou dialogue des cultures dans la littérature française et dans la conscience juive ». Alors, Jacques Eladan, est-ce que tu pourrais présenter rapidement ce livre ? Pourquoi l'avoir écrit ? Je l'ai écrit parce que j'ai été très surpris après les attentats du 11 septembre 2001 par le discours des médias français, surtout la télévision, sur le problème du choc des civilisations. En effet, le discours de ces médias donnait l'impression que le problème du choc des civilisations, que pour ma part je préfère appeler choc des cultures, parce que la civilisation englobe tout ce que l'homme peut créer, surtout du point de vue technique. Or, les islamistes, puisqu'ils sont le cœur du problème, maîtrisent parfaitement toutes les techniques qu'on peut avoir, Internet, etc. Et s'il y a une différence, le choc n'est pas au niveau des techniques et des civilisations, il est au niveau des mentalités et des mœurs qui, elles, se situent, à mon avis, au niveau des cultures. Alors j'ai voulu montrer que ce problème n'était pas du tout nouveau. D'abord, en tant que professeur de français, ayant commencé ma carrière en 1961, j'ai eu très souvent à expliquer à mes élèves, aussi bien en seconde qu'en première, de nombreux textes de Montaigne ou des philosophes du XVIIIe siècle sur le problème du mythe du bon sauvage qui déjà posait le problème du choc des cultures. Alors justement, nous allons commencer par la première partie du livre. Donc tu as analysé les opinions, tu parlais de Montaigne, et ce qui me frappe, si on remonte à plusieurs siècles, donc bien avant le temps des colonies, c'est que, en laissant de côté ce que tu appelles le christianocentrisme, très, très particulier au XVIIe siècle, cette espèce de crispation identitaire de l'Europe occidentale, il y a eu assez vite une dénonciation du mépris des Occidentaux vis-à-vis des autres populations. Tu cites par exemple les philosophes des Lumières, Montesquieu avec les lettres persanes.
Mais bien avant, je fixe cette date de la dénonciation avec Montaigne, parce que on ne peut pas oublier que dans les essais de Montaigne, il y a 2 essais qui sont très importants, ils sont axiaux même. C'est l'essai 31 du livre 1 et l'essai 6 du livre 3, qui sont pratiquement le procès le plus terrifiant qu'on ait jamais pu faire des crimes de la civilisation occidentale et chrétienne, parce que Montaigne avait eu le récit des massacres commis par les conquistadors dans le Nouveau Monde, et cela l'avait amené à s'interroger premièrement sur la bonne conscience chrétienne, mais au-delà sur le problème de qu'est-ce que la civilisation occidentale, et puis qui sont le fond de la question, qui sont les vrais barbares? Alors là, je reviens moi à Montesquieu, parce que on connaît la question comment peut-on être persan, cette question un peu célèbre que donc posent les Français qui le regardent, lui, cet étranger, et le persan répond: mais comment peut-on être français? Est-ce que par derrière, il n'y a pas l'introduction d'une sorte de relativisme culturel, donc qui serait très ancien dans notre conscience occidentale? Je veux dire que dans la période que nous vivons actuellement, qui est vraiment une période de choc culturel, où on voit sur notre propre territoire d'autres valeurs qui arrivent donc un petit peu en confrontation avec nos traditions, est-ce que ce n'est pas un peu dangereux, ce relativisme culturel? Alors, justement, les philosophes du XVIIIe, comme d'ailleurs Montaigne, ont utilisé le relativisme culturel non pas comme une valeur en soi, mais comme un moyen de détruire la bonne conscience et surtout ce que j'appelle le christocentrisme, à savoir qu'il y avait une seule civilisation, une seule vérité qui était la civilisation européenne chrétienne. Alors, le relativisme culturel a consisté à ouvrir la conscience occidentale à d'autres cultures pour montrer qu'en fin de compte, toute culture et toute civilisation étaient relatives, parce que comme tu l'as très bien dit et comme je l'ai bien précisé dans mon livre, à la question comment peut-on être persan, les Persans répondent mais comment peut-on être français? C'est tout le fond de l'être persan. Néanmoins, les gens du XVIIIe siècle pensaient que le relativisme culturel n'était pas en soi, comme on le pense aujourd'hui avec le multiculturalisme, un absolu, c'est-à-dire tout accepter, tout mettre sur le même plan, etc. Pour eux, il s'agissait d'utiliser le relativisme culturel pour détruire l'arrogance du christianisme occidental et le remplacer par une culture universelle rationnelle capable d'unir les hommes au nom de la raison, de la science, de la culture et de la liberté de penser. Alors, la raison, la culture, la liberté de penser, on avance comme ça de quelques siècles, pour arriver au siècle des Lumières, donc au XVIIIe, avec les 3 géants, Voltaire, Diderot et Rousseau. Et je dois dire que tu m'as appris des choses sur l'extrémisme de Jean-Jacques Rousseau, parce qu'au-delà du mythe du bon sauvage, j'ai appris, par exemple, à la page 50, qu'il avait écrit des drôles de choses. Il a justifié l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie par le calife Omar. Il a pris parti pour Sparte contre Athènes. Il a dénoncé les désordres affreux causés par l'invention de l'imprimerie. Dans les 3 minutes qui nous restent, et sans donner dans l'anachronisme, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'une telle pensée de démolition intellectuelle, un petit peu de la civilisation dans laquelle on vit, ne se retrouve pas aussi de nos jours dans un certain discours altermondialiste qui dénonce les sociétés développées et au contraire sont pleins de compréhension pour toutes les violences importées des pays pauvres? Mais là, tu viens de mettre le doigt sur le nerf de la question. Je pense en effet que le responsable de toutes les dérives intellectuelles, aussi bien altermondialistes, écologistes, de l'extrême gauche, que de tout le naturisme occidental, proviennent de Rousseau, mais un Rousseau mal compris. Effectivement, la tragédie de Rousseau a été de croire qu'il y a un être naturel que la culture a, dégénéré. Or,
toutes les récentes découvertes, que ce soit des ethnologues ou des linguistes, je pense notamment à Lévi-Strauss, etc., ont montré que l'histoire de l'homme naturel, d'ailleurs Rousseau lui-même l'a dit, c'était un mythe. Il n'y a pas d'homme naturel, parce qu'à partir du moment où l'homme parle, où l'homme crée des outils, il est déjà dans le domaine de la culture. Et je crois que ce qui se passe en Europe à l'heure actuelle est une véritable tragédie parce qu'il s'agit d'une perversion de la pensée de Rousseau qui consiste à croire qu'un retour à la nature, un retour au corps nu, un retour au spontanéisme de l'enfant ferait retrouver des libertés que la culture aurait étouffées. Et ce n'est pas un hasard si le judaïsme et les juifs se sentent très mal à l'aise aujourd'hui, parce que ce qui est reproché le plus aux Juifs, c'est, comme disait Albert Cohen, d'avoir, depuis Abraham et Moïse, déclaré une guerre terrifiante à la nature qui est synonyme de violence et qui est synonyme d'animalité. Tout à fait fondamental. Ce que tu nous dis, c'est très important. Le mouvement, disons, post-68 les générations Peace Love, etc., de la fin des années 60, eh bien, le résultat aujourd'hui, c'est que cette génération a pris le pouvoir au niveau culturel et que justement, le peuple juif, que ce soit en Israël ou dans la diaspora, passe Mais par je tiens à préciser une chose. Un des livres qui est la Bible de tous ces post-68 arts, c'est l'Anti-Édipe de Deleuze et Guattari qui a été publié en 1974 et qui carrément disait que les Juifs ont péché, ont culpabilisé le monde en créant la notion de loi. Et je crois que c'est Jean-Claude Milner qui a dit que ce qu'on veut, on en veut aux Juifs parce qu'ils sont des empêcheurs de jouir tranquillement. Nous avons évoqué les siècles un petit peu reculés, Montaigne, Montesquieu, le XVIIIe siècle, et maintenant nous allons parler du XIXe. Et j'ai fait, Jacques, donc des découvertes étonnantes pour ce qui concerne le regard des intellectuels français sur les autres, dans le cas des Juifs et des musulmans. Par exemple, le nom de Gobineau est toujours associé au racisme le plus étroit. Or, il a écrit, et tu le cites à la page 66, « Que furent les Juifs ? Je le répète, un peuple libre, un peuple intelligent, et qui, avant de perdre bravement les armes à la main, le titre de nation indépendante, avait fourni au monde presque autant de docteurs que de marchands. » Et alors, à côté de lui, Renan, dont on a une vision tout à fait positive, a osé écrire « La race sémitique se reconnaît presque uniquement à des caractères négatifs. Elle n'a ni mythologie, ni épopée, ni science, ni philosophie, etc. » Pourrais-tu commenter un petit peu ces citations ? Oui, alors d'abord, premièrement, ces citations montrent tout simplement que les œuvres que j'analyse, à savoir l'essai sur l'inégalité des races humaines, qui dans la collection de Pléiades a plus de 1000 pages. Et j'ai découvert que malheureusement, beaucoup de préjugés et d'opinions fausses proviennent du fait qu'on n'a pas lu les livres dont on parle. Par exemple, les nazis ou les antisémites français qui ont fait de Gobineau un raciste, je suis certain qu'ils n'ont jamais lu l'essai sur l'inégalité des races humaines. J'ai eu le courage de le lire crayon à la main, les 1000 pages de la Pléiade, et j'ai découvert que premièrement, la notion de race est très très confuse et très ambiguë chez Gobineau. Par exemple, à propos de la race noire, d'un côté, il dit que la race noire n'a rien apporté à la civilisation, et d'un autre côté, quelques pages plus loin, il dit que les Noirs sont la race la plus douée pour la musique, pour la danse et pour l'art, parce que c'est une race sensuelle. Et ces contradictions, on les trouve partout. Mais à propos des Juifs, il n'y a pas de contradiction. Il y a une page magnifique qui est un éloge extraordinaire des Juifs, et qui montre à quel point la récupération de Gobineau par les nazis a été une véritable imposture. Alors pour Renan, c'est beaucoup plus ambigu. Renan a passé sa vie à être obsédé par le judaïsme. Il a consacré même les 20 dernières années de sa vie à écrire une histoire d'Israël qui est à la fois un chef-d'œuvre et un monument d'ambiguïté. Parce que j'ai l'impression que Renan, comme Voltaire, comme beaucoup de laïcs jusqu'à la fin du 19e siècle, n'osait pas attaquer le christianisme qu'il abhorrait. Parce que Renan a fait des études à Saint-Sulpice, il voulait être prêtre, puis il a perdu la foi, et après, il s'est spécialisé dans les études religieuses, mais
il n'osait jamais aller jusqu'au bout. Par exemple, dans sa vie de Jésus, qui lui a coûté sa place au Collège de France, il a osé dire le premier que Jésus n'était pas un Dieu, mais que c'était l'homme supérieur par excellence, mais pour se rattraper, il a dénigré le peuple juif qui a donné cette fleur à l'humanité. Vous voyez ? Donc cette ambiguïté de Renan, est-il bon, est-il méchant ? Il a toujours eu cette attitude à l'égard des Juifs, auquel il reconnaissait un certain génie, mais il ne voulait pas aller trop loin. Et là, alors là, c'est là où il a été victime de ce fameux mytharien que je déconstruis un petit peu dans mon livre, en montrant comment ce mytharien a été utilisé par Michelet, Renan, etc., pour opposer la race sémite inférieure à la race aryenne. Mais, par honnêteté intellectuelle, je dois dire que Renan, sans cesse, utilisait le mot race avec énormément de nuances. Par contre, ce que j'ai beaucoup admiré chez Renan, c'est dans sa thèse sur Averroès, qui a été son premier grand ouvrage, il a mis le doigt sur un phénomène que nous vivons aujourd'hui d'une manière tragique, à savoir le déclin de la culture arabe qui, après avoir connu une période philosophique extraordinaire de liberté de pensée, de liberté de mœurs, a décliné à partir du XIVe siècle pour donner les résultats que nous avons aujourd'hui. Justement, tu apportes la transition avec le sujet suivant. Quand on parle de déclin, on pense à Ashdor, et quand on pense à Ashdor, on pense à Andalousie. Je dois dire aussi que tu cites longuement Aragon, qui dans le Fou d'Elsa évoque une grenade de cité idéale où coexistent et s'enrichissent mutuellement culture et religion. Malheureusement aussi, l'Andalousie fait partie un petit peu du politiquement correct, entre guillemets. Je veux dire par là que ça a quand même été une colonie musulmane dont on nous dit que ça a été un monde parfait, merveilleux, idéal, etc., en opposition aux colonies européennes en Afrique du Nord qui auraient été quelque chose de désastreux, de méchant, de pervers. Donc si tu veux, est-ce que nous ne devons pas un petit peu nuancer cette approche, parce que dans l'épisode andalou, moi je te cite, hein, tu as bien montré les interférences entre les poètes, enfin tout ce que la poésie arabe a apporté aux Juifs. Tu as cité de très nombreux poètes, philosophes, Ibn Gabirol, Samuel Anagid, Moshe Ben Emzra, Yehuda Halevi. Bon, parfait, mais en même temps que tu rappelles par exemple que Maïmonide a dû fuir sa Cordoue natale lorsque les Almohades sont arrivés. Donc ça n'a pas été toujours idyllique, l'Andalousie. Ah, mais je n'ai jamais dit que l'Andalousie... D'abord, de toute manière, tout mon livre, toute l'érudition que j'ai mise dans mon livre a pour but de nuancer les choses. Il y a pas... par exemple, à propos de la symbiose judéo-allemande, qu'on cite toujours comme le summum de la culture judéo-européenne, j'ai fini par une page entière de jugement dans laquelle le grand kabbaliste Gershom Scholem disait que la symbiose judéo-allemande a été un leurre. Je ne dirais pas autant quand même pour la symbiose andalouse, parce que j'ai été surpris en faisant les recherches pour ce livre d'apprendre qu'au IXe siècle, à Bagdad, dont on parle tant aujourd'hui, hélas d'une manière négative, il y avait une maison de la science dans laquelle il y avait des centaines de personnes spécialisées dans la traduction des œuvres philosophiques grecques en arabe. Bon, on ne peut pas oublier, par exemple, qu'un poète, un grand poète hébraïque qui est peu connu dans la communauté, Al-Harizi, a écrit un grand livre qui s'appelle Tarkemouni, en arabe ça veut dire sagesse, dans lequel, pendant des pages et des pages et des pages, il reconnaît que les Juifs ont découvert toutes les techniques, je dis bien les techniques poétiques, parce que la Bible est pleine de poésie, mais c'est une poésie particulière. Mais lui, il parle de techniques poétiques, ils les ont découvertes grâce aux Arabes. Il reconnaît que c'est grâce aux Arabes qu'on a découvert la philosophie. C'est une dette culturelle. Quand on voit quand même, quand on étudie l'histoire de la culture juive, il est indéniable que la période la plus féconde, tant au niveau poétique qu'au niveau philosophique, a été
cette période andalouse est due à une symbiose. Cela dit, ça prouve encore une fois, qui est l'idée fondamentale de mon livre, que quand il s'agit de culture, on peut s'entendre parfaitement, mais dès qu'on sort de la culture pour toucher à la politique ou à la religion, il y a malheureusement des drames et des tragédies. Alors, tu as évoqué rapidement donc cette histoire de symbiose judéo-allemande, dont tout le monde sait qu'elle a tragiquement fini avec la Shoah. Il y en a une autre qui est plus récente, c'est la symbiose judéo-française, elle nous concerne directement. Et là, je dois dire que tu es très pessimiste, puisque tu écris qu'elle est sur le déclin et que le glas a sonné à partir des agressions d'une partie de la jeunesse maghrébine à partir d'octobre 2000. En 2 minutes, peux-tu préciser aux auditeurs, parce que c'est très très important, pourquoi tu penses que vraiment on est dans une phase de déclin pour cette symbiose judéo-française? Ce n'est pas la symbiose qui est en déclin. Au contraire, je dis toujours quand j'interviens en public que cette symbiose doit rester exemplaire parce que je crois que c'est la seule qui a réussi à démontrer qu'on peut formuler le judaïsme d'une manière philosophique et laïque et humaniste à un très haut niveau. Mais si je suis pessimiste sur l'avenir du judaïsme français, ce n'est pas tant à cause des agressions des jeunes beurs, c'est surtout ce qui me fait très mal depuis 2000, c'est l'indifférence totale du peuple français et des intellectuels français à l'égard de ce qui se passe. Pire encore, je pense qu'il y a de la part de beaucoup d'intellectuels français une sorte de presque de complaisance à l'égard de cet antisémitisme venant du beurre, parce que ça leur fait oublier leur culpabilité dans la Shoah, et puis ça leur permet encore une fois de renouer avec l'antisémitisme le plus puéril, c'est toujours le juif le coupable. Et ce qui est grave, c'est que cette indifférence commence à atteindre même les intellectuels français, comme le montre l'affaire Robert Redeker, où les attaques venant de présumés islamologues français ont été 1000 fois plus dures que celles venant d'intellectuels musulmans. Alors Jacques, nous arrivons à la fin de cette émission. Je rappelle donc une dernière fois ton livre, Choc ou dialogue des cultures dans la littérature française et dans la conscience juive, aux éditions Auteurs du Monde. Dans ta conclusion, tu cites ce qu'a écrit il y a plus de 30 ans Emmanuel Lévinas, qui a dit « La sarabande des cultures innombrables et équivalentes, chacune se justifiant dans son propre contexte, crée un monde, certes, désoccidentalisé, mais aussi un monde désorienté. » Est-ce que ce n'est pas exactement la situation que nous vivons? Absolument. Une cacophonie totale. Absolument. Absolument, parce que Lévinas avait émis cette théorie contre Lévi-Strauss, qui était très à la mode à l'époque, et qui, dans son petit livre « Race et Histoire », avait soutenu que toutes les cultures se valent et que les Bororo ou les Tarahumaras avaient autant d'importance que les Occidentaux. Lévinas, malgré son traumatisme qu'il a subi avec la Shoah, a gardé toujours une certaine confiance dans certaines valeurs de l'Occident dont nous avons besoin plus que jamais, qui sont la laïcité, l'humanisme, les Lumières, la liberté de conscience, la liberté de penser, valeurs auxquelles beaucoup d'intellectuels altermondialistes, qu'on n'a pas cessé d'évoquer ce soir, qui sont en train de renier pour le plus grand dame de l'Occident, parce que face à l'islamisme, il faut une identité culturelle très forte que l'Occident a perdue. C'est le mot de la fin. Merci Jacques. Merci Jean. Merci donc Jacques Eladan. Je rappelle donc ton livre Choc ou dialogue des cultures. Ce sont des réflexions et des informations extrêmement riches qui nous permettent, comme je disais en introduction, de prendre un peu de recul par rapport à l'actualité. Je vous recommande vivement cet ouvrage. Merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Au revoir. Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.